Bienvenue à Montréal, pour ceux qui sont de l'extérieur de la ville. Good afternoon. Je parle en français aujourd'hui. Je suis très privilégiée. Venant de McGill, j'ai pas beaucoup la chance de parler en français dans mes présentations. Puis dans les conférences, souvent c'est en anglais. Donc c'est vraiment un moment privilégié aujourd'hui. Aujourd'hui, je vous parle de l'aide médicale à mourir au Canada et de la souffrance qui est impliquée dans l'aide médicale à mourir. C'est un programme de recherche sur plusieurs années pour améliorer l'éducation sur l'aide médicale à mourir, les lignes directrices de pratique et planifier un programme de recherche. Donc, il n'y a pas de conflit d'intérêt à dévoiler, mais par contre, c'est sûr que tout le monde a son opinion, tout le monde a des croyances, il y a des données, etc. Donc, j'ai essayé de maintenir une position de neutralité dans tout ça, mais certainement, les positions, quand on discute avec les gens, peuvent venir en conflit. Mais ce qui est important, c'est vraiment d'avoir une position d'ouverture pour pouvoir tous progresser là-dedans. Il y a eu du financement de l'Institut de recherche en santé du Canada, du Réseau québécois de recherche sur les soins palliatifs fin de vie et du Centre de recherche et d'intervention sur le suicide, enjeux éthiques et pratiques de fin de vie. Le but, c'est vraiment de mieux comprendre les pratiques de l'aide médicale à mourir, puis comment la souffrance est définie, est adressée, est évaluée dans ce contexte-là. Donc, c'est vraiment un programme de recherche avec plusieurs étapes. On a fait une étude de portée, une réunion de planification et de diffusion, une étude d'ELFI, puis une enquête sur les pratiques auprès des évaluateurs et prestataires de l'aide médicale à mourir. Et je vous montre ici mes étudiants, donc, qui ont été vraiment fervents dans ce programme et sans eux, ça n'aurait pas pu, en fait, avancer. Donc, je les remercie beaucoup pour ça, ainsi que les participants de recherche qui ont participé là, au volet de l'étude sur les pratiques. Donc, l'aide médicale à mourir est légale depuis 2016. C'est pratiqué par habituellement un médecin ou une infirmière praticienne. Il doit avoir 2 évaluateurs. Au Québec, c'est seulement les médecins qui pratiquent et qui évaluent les demandes d'aide médicale à mourir. Et il y a certains critères d'admissibilité qui peuvent être difficiles à évaluer, en particulier la question de la souffrance insupportable, puis l'obtention d'un consentement éclairé. Une personne peut recevoir l'aide médicale à mourir si elle est admissible de recevoir des soins de santé. Elle a plus que 18 ans ou 18 ans et plus, est mentalement capable et elle a une maladie grave et irrémédiable, ainsi que fait une demande délibérée sans influence extérieure. Ces souffrances ne peuvent être soulagées dans des conditions qu'elle juge acceptables et elle a donné son consentement éclairé après avoir reçu tous les renseignements concernant les traitements existants, les options disponibles pour soulager la souffrance, y compris les soins palliatifs. Donc, en termes de la souffrance, souvent, quand on parle d'aide médicale à mourir, on pense à la question de la souffrance physique. On pense à quelqu'un qui est vraiment dans une souffrance intense, insupportable au niveau physique, mais en réalité, dans le rapport de la qui statue sur les aides médicales à mourir au Canada, on voit qu'il y a plusieurs raisons pour lesquelles les gens demandent l'aide médicale à mourir. Puis souvent, la plupart du temps, c'est parce que c'est difficile de se réajuster à un niveau d'activité différent, donc où les gens peuvent se sentir compromis. Il y a une perte de possibilité d'effectuer des activités de la vie courante et de pouvoir participer dans des rôles significatifs dans la vie. Il y a des pertes de dignité, il y a aussi l'anticipation de souffrance qui est vraiment importante. Il y a le sentiment d'être un fardeau sur les autres et le sentiment d'être isolé. Donc, même s'il existe des interventions fondées sur les données probantes pour pouvoir adresser ces différents niveaux de souffrance, c'était pas clair comment la souffrance était évaluée et traitée dans l'aide médicale à mourir en contexte canadien. Il n'existait pas d'études de portée sur le sujet au Canada.
Donc, le premier objectif, c'était de faire venir tous les documents, en fait, de faire une revue de la littérature scientifique et de faire venir tous les documents de la littérature grise des provinces d'Ontario, du Québec et de Colombie-Britannique, qui étaient relatifs à l'aide médicale à mourir. C'était des documents de pratique clinique. On avait 500 documents de pratique clinique et environ 500 articles scientifiques qu'on a analysés. 13% ont couvert le thème de la souffrance. Et bon, c'est une bonne chose que la souffrance est définie d'une façon biopsychosociale. D'autres constatations de notre analyse de ces documents, c'est qu'il n'y avait aucune intervention vraiment qui était suggérée pour la souffrance, mis à part de la douleur physique. Il n'y avait aucune référence au guide de pratique clinique. Il y avait une absence de mention de la dépression ou du contexte de prévention du suicide ou de comment gérer les idéations suicidaires. Il y avait aussi mention de ressources limitées. On sait qu'il y a une question d'accès aussi aux ressources, principalement au niveau des soins palliatifs puis des soins psychosociaux, et la nécessité d'une formation clinique et de lignes directrices supplémentaires. Donc, si vous êtes intéressé de lire l'article sur l'étude de portée, vous pouvez le voir dans la revue Psycho-Oncology. Sur cette base-là, donc, on s'est demandé, bon, est-ce qu'il y a des améliorations possibles au guide de pratique clinique ou est-ce que c'est voulu comme ça? Est-ce que la loi est voulue comme étant libre pour pouvoir, justement, parce qu'il y a une emphase aussi sur la liberté de la personne, est-ce qu'on veut davantage définir ou non l'évaluation ou les interventions qui seraient possibles? On s'est rassemblés dans une réunion de planification et de diffusion. Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'on a rassemblé différentes personnes du domaine des soins palliatifs, du domaine de la prévention du suicide et du domaine de l'aide médicale à mourir. Il y avait différents niveaux de paliers aussi, au niveau politique qui étaient impliqués dans ces discussions-là, au niveau clinique et au niveau de la recherche et les patients partenaires. Donc, ça a été quand même une discussion fructifiante, très aussi passionnante par moment. Et ce qu'on a fait aussi par la suite, c'est il y a eu plusieurs discussions sur les améliorations possibles. Donc, on a fait une étude de contenu, on a fait la transcription verbatim de nos rencontres, on a fait une étude de contenu. Et puis, si vous êtes intéressé, on a aussi émis un rapport sur cette étude-là. Donc, toutes les choses qui ont été discutées en groupe ont été mises sous forme d'items. Puis ensuite, on a fait une étude Delphi pour arriver à un consensus sur les choses qu'on pourrait améliorer. Et le critère du consensus, c'était 80. Donc, c'est quand même assez élevé. Puis, on a vu qu'il y avait plusieurs choses qui portaient consensus dans notre groupe. Ça a été surprenant pour moi parce qu'on était très éclectique dans dans nos prises de position par rapport à l'aide médicale à mourir. Mais il semble que tout le monde est focusé sur la question de la souffrance. Tout le monde est préoccupé par cette question-là. Donc, ce qui est ressorti, c'est l'importance du dépistage de la détresse, l'évaluation des besoins psychosociaux de base et de décrire les options de traitement pour la souffrance dans le cadre du consentement éclairé, d'aborder la communication et la culture, d'intégrer les normes et indicateurs de qualité des soins palliatifs au Canada dans les documents de pratique au niveau de l'aide médicale à mourir, d'intégrer un ensemble de bases d'indicateurs existentiels, spirituels et psychosociaux de la qualité des soins au Canada et de lister les programmes éducatifs qui couvrent l'évaluation et la prise en compte de la souffrance. Vous pouvez voir le QR code si vous êtes intéressé d'aller voir le rapport. En fait, on a travaillé vraiment fort pour élaborer des choses qui pourraient être intégrées à ce moment-là dans les documents de pratique clinique. Donc, c'est vraiment comme quelque chose qui pourrait être bénéficiable pour améliorer ces documents-là. Ensuite, on a fait une enquête de pratique. Donc, parce qu'on voulait savoir qu'est-ce qui arrive sur le terrain en réalité. Là, on parle de documents
clinique, mais ça ne veut pas dire que c'est le reflet des pratiques qui sont certainement plus élaborées, certainement aussi mises en contexte d'un système de soins quand même, somme toute, complexe. Donc, le but, c'était de mieux comprendre l'évaluation des critères d'admissibilité de l'aide médicale à mourir et le niveau de confiance dans la prestation de l'aide médicale à mourir, les besoins de soutien et de formation continue et d'outils supplémentaires. On a fait un sondage en ligne. On avait 273 participants. C'est des évaluateurs et prestataires de l'aide médicale à mourir. Et le recrutement s'est fait par CAMAP, par l'Association des médecins canadiens et puis l'Association des infirmières au Canada. On voulait se pencher sur l'évaluation des critères d'admissibilité pour le dernier cas d'aide médicale à mourir avec un choix de réponse additionné et une note totale de 0 à 11. Les scores les plus élevés indiquaient des méthodes d'évaluation plus élaborées. Et on avait une échelle de Likert pour la confiance dans la capacité, les besoins de soutien éducatif, les besoins d'outils supplémentaires. On a fait des analyses simples de régression multiple en fonction des caractéristiques sociodémographiques, des caractéristiques professionnelles, puis de l'expérience en aide médicale à mourir. Donc, notre échantillon, c'était principalement des femmes blanches, médecins, travaillant en médecine familiale. Il y avait d'autres spécialités aussi. Il exerçait en milieu privé au sein d'une population urbaine dans les provinces, principalement de l'Ontario, Colombie-Britannique et Québec. Leur moyenne d'âge était de 51 ans, 21 ans de pratique en moyenne. Leur moyenne d'évaluation d'aide médicale à mourir était de 67, avec une grande étendue de 0 à 1000. 41 interventions. Donc, l'intervalle était de 0 à 602. C'est quand même assez élevé. Donc, il y avait plus d'évaluation d'intervention d'aide médicale à mourir chez les femmes versus les hommes, les médecins de soins palliatifs versus les médecins de famille et les personnes ayant plus d'expérience clinique. Donc, qu'est-ce qui arrive sur l'évaluation de la capacité de prise de décision? Comparativement aux médecins, les infirmières utilisaient des moyens d'évaluation de la capacité plus variés. Le moyen d'évaluer la capacité était principalement par une approche narrative. Les outils tests cognitifs ont seulement été utilisés ou étaient utilisés par 7 et donc, on utilisait le NICE, l'échelle de performance palliative, MMSE et MOCA. Et 6 ont consulté un psychiatre. Les défis rencontrés, c'était les changements cognitifs, les fluctuations de capacité, la communication, la santé mentale, la langue parlée ou la traduction. Puis parmi les autres défis mentionnés dans les questions ouvertes, on mentionne le délire fluctuant et les médicaments qui causent la sédation et la somnolence. Comment est-ce que les gens font la distinction entre la suicidalité et le désir d'aide médicale à mourir? Ils évaluent la santé mentale et la dépression pour 30 comprennent la motivation et la rationalité du patient, explorent le contexte de vie, les antécédents du patient, discutent de la suicidalité par rapport à un désir rationnel d'aide médicale à mourir et portent emphase sur les considérations cliniques et éthiques générales dans l'aide médicale à mourir. En termes d'évaluer un problème de santé grave et irrémédiable, ce qui était intéressant ici, c'est que les gens trouvaient que c'était un défi, l'intersection de la santé mentale et de l'état fonctionnel. Puis aussi, une autre chose qui a été mentionnée comme outil, c'est la difficulté au niveau de l'accès aux ressources pour améliorer la fonction du patient. En termes d'évaluer les souffrances insupportables, donc les travailleurs dans un milieu de soins palliatifs utilisaient des moyens plus variés pour évaluer la souffrance physique versus ceux en milieu hospitalier. Ceux de médecine familiale aussi avaient une évaluation moins variée comparativement aux soins palliatifs. L'évaluation portait surtout sur les dires du patient, l'examen clinique, la révision des traitements médicaux antérieurs utilisés, la corroboration de la famille, des échelles ou des mesures validées d'évaluation des symptômes physiques pour 16 et les consultations de médecins spécialistes, en particulier pour la douleur chronique, les médecins en soins palliatifs et oncologues. Les mesures les plus utilisées, c'était le ESAS, le Palliative Performance Scale, le Visual Analog Scale.
Les défis, c'était vraiment la souffrance anticipatoire, la réticence à essayer des moyens d'alléger la souffrance physique, 34 ont mentionné. La souffrance mentale, qui semble être la principale cause de souffrance pour 27 et le manque de ressources pour soulager la souffrance physique et psychologique. En termes de souffrance mentale insupportable, comment est-ce que les gens l'ont évalué? Les praticiens de l'aide médicale à mourir en soins palliatifs avaient des façons moins variées d'évaluer la souffrance mentale versus d'autres spécialités. L'évaluation se portait principalement encore sur les dires du patient, les rapports des patients. 56 ont utilisé une corroboration familiale. 6 ont utilisé une échelle ou des mesures validées d'évaluation des symptômes psychologiques et 7 ont consulté un autre spécialiste. Les défis, c'est vraiment la souffrance anticipatoire, encore une fois, et le patient ne voulant pas essayer des moyens d'alléger la souffrance, chez 34. En termes de demande volontaire, il n'y avait pas de différence entre les caractéristiques des professionnels. Encore, l'évaluation se base sur les entrevues avec les patients, ce qui est vraiment la principale façon d'évaluer les demandes d'aide médicale à mourir, mais aussi les renseignements collatéraux de la famille, de l'équipe médicale, des dossiers médicaux et les sentiments, les instincts. Ça ici, c'est est-ce que la personne fait une demande volontaire par elle-même sans pression extérieure. Donc, les défis, c'était vraiment l'influence, la coercition familiale, l'autonomie du patient en présence de sa famille, les obstacles à la communication et les facteurs culturels, les pressions externes au-delà de la famille, puis les dynamiques et les conflits familiaux complexes. En termes de consentement éclairé, on évalue la connaissance du diagnostic médical, du pronostic, des formes de traitement disponibles. On évalue la compréhension que les demandes d'aide médicale à mourir sont volontaires, qu'ils peuvent changer d'avis s'ils le souhaitent. La nature de la souffrance et son évolution en ce qui concerne le diagnostic du patient, les risques et les avantages de l'aide médicale à mourir, l'expérience, la compréhension de ce que les soins palliatifs peuvent offrir, à 87 la description de la sédation palliative, chez 54 l'évaluation des connaissances ou de l'expérience avec les soutiens aux difficultés fonctionnelles et des services de counseling ou de santé mentale s'il y a lieu. Donc, les obstacles, c'était des obstacles cognitifs et de communication. Le niveau d'éducation et de littératie en santé du patient est un obstacle. La compréhension du processus et des procédures, l'évaluation de la mesure dans laquelle l'état physique et psychologique du patient a influencé le consentement. Donc, en termes d'options pour soulager la souffrance, 83 ont déclaré avoir abordé la souffrance physique, 57 les facteurs sociaux, 41 et 33 les facteurs psychologiques et existentiels, spirituels respectivement. Puis les facteurs économiques ont été abordés moins fréquemment avec seulement 10 puis 73 ont déclaré documenter les options présentées. Les défis, c'est les manques d'options de soutien en général et plus particulièrement le manque d'accès aux ressources pour traiter la souffrance psychosociale et sociale et le manque de soutien des ressources en général. D'autres défis, c'était le manque d'intérêt du patient pour les ressources suggérées, le patient ayant essayé toutes les suggestions et n'ayant pas fonctionné et le patient croyant que les nouvelles options proposées ne soulageraient pas la douleur. Donc, en ce qui concerne le soutien et le besoin de soutien, le besoin de formation continue, le besoin d'outils supplémentaires, en fait, les évaluateurs fournisseurs d'aide médicale à mourir se sentent soutenus au niveau local, provincial, national. En général, ils sont qui disposent des ressources pratiques pour l'aide médicale à mourir, pour l'acte lui-même. Et puis, ils se sentent moins confiants, d'après nos échelles, dans leur capacité d'utiliser les renonciations finales au consentement, la distinction entre la suicidalité et le désir d'aide médicale à mourir, puis le fait de déterminer que le patient a sérieusement envisagé des solutions autres.
Les domaines de besoins de formation continue les plus répandus, comprenant la distinction entre la suicidalité et le désir d'aide médicale à mourir, l'identification de solutions autres encore pour soulager la souffrance et le fait de déterminer que le patient avait vraiment envisagé toutes les solutions possibles. En termes de besoin d'outils supplémentaires, encore, il y a un besoin d'outils, selon le sondage, sur l'utilisation de la renonciation finale au consentement, la distinction entre la suicidalité et le désir d'aide médicale à mourir et l'évaluation de la capacité mentale. Donc, en conclusion, cette série d'études, je pense, donne un aperçu de l'état actuel de la pratique de l'aide médicale à mourir au Canada, révélant des lacunes potentielles dans l'utilisation d'outils d'évaluation standardisés, la nécessité aussi d'améliorer les ressources pédagogiques de soutien aux professionnels de la santé impliqués dans l'aide médicale à mourir. Elles impliquent aussi l'importance potentiellement d'intégrer les guides de pratique clinique dans les documents de pratique clinique de l'aide médicale à mourir, parce qu'on a plusieurs, en fait, pratiques cliniques au niveau du fait d'évaluer, d'adresser les questions de souffrance en soins de fin de vie, en soins palliatifs. Des outils aussi sont importants pour évaluer la capacité, la distinction aussi entre les idéations suicidaires et l'aide médicale à mourir. En fait, les gens ont de la difficulté des fois à faire cette distinction-là. Moi, je le vois souvent dans ma pratique. Donc, je pense que c'est important de développer des moyens davantage de faire cette distinction-là, puis de pouvoir outiller les gens à faire cette distinction-là dans leur pratique, d'évaluer de façon systématique la dépression, la démoralisation, la dignité, peut-être de suggérer aussi des interventions, de s'assurer qu'on est au courant des interventions, des données probantes au niveau des interventions existantes, puis qu'on peut les expliquer, d'intervenir de façon appropriée lors d'un refus de traitement, d'une faible littératie qui enfreigne l'utilisation de pratiques probantes. La santé mentale aussi semble être potentiellement un champ problématique où il y a une intersection claire entre le physique et la santé mentale ou l'état émotif de la personne. Il y a des questions d'ajustement qui sont vraiment importantes à adresser chez les gens quand ils sont confrontés à des pertes de capacité. Est-ce que j'ai tout proposé? Est-ce que le patient a sérieusement considéré toutes les solutions? Quel poids est-ce que ça peut avoir sur le professionnel qui prend ce genre de décision-là? Elle souligne, en fait, cette série d'études, potentiellement la nécessité de pratique de lignes directrices standardisées pour l'aide médicale à mourir, particulièrement en ce qui a trait à la souffrance et aux aspects psychosociaux. Peut-être, suggère-t-elle, que l'aide médicale à mourir doit mettre l'enfant sur les compétences de base des prestataires et évaluateurs, incluant les questions d'évaluation et d'intervention. Est-ce que l'aide médicale à mourir nécessite des compétences psychothérapeutiques? On peut se poser la question. Elle souligne la question éthique de l'insuffisance des ressources du réseau, certainement, de la santé et la méconnaissance potentiellement de ces ressources par la population. Donc, je vous remercie beaucoup encore une fois. Il y a le QR code si vous êtes intéressé de voir le rapport, puis de travailler à une potentielle intégration dans vos documents de pratique, dans vos milieux respectifs. Ça pourrait aider à améliorer les pratiques.